Nous sommes le lendemain de la fête de l'Aïd el-Fitr, donc il s'agit bien sûr de Ramadan. Et nous espérons que vous avez bien célébré la fête de Ramadan cette année. En tout cas, aujourd'hui, c'est sûr que certains sont fatigués, d'autres ont du mal à se lever. Mais écoutez, il faut rappeler que ce n'est pas férié, donc il faut aller bosser. C'est important, bien sûr, d'aller se souhaiter également bonne fête au niveau du service. Madame, messieurs, fidèles téléspectateurs, nous, en tout cas, c'est avec plaisir qu'on vous retrouve ce matin pour l'aventure du jour et de cette semaine. Bonjour et bienvenue à l'émission Bonjour le Faso. Merci de nous renouveler votre fidélité. Merci d'être avec nous. En tout cas, ce fut 30 jours sous le soleil, mais c'était 30 jours donc de jeûne, de partage, d'aumône, donc de solidarité et surtout aussi de rapprochement avec Allah, le Dieu Tout-Puissant. Donc, on espère que ces 30 jours de jeûne-là vous apporteront ce que vous désirez dans la vie et vous rapprochera bien sûr de Dieu encore plus. Merci. Alors, cette semaine, nous nous intéressons à la cour royale de Thiébélé qui a été rajoutée, donc patrimoine mondial de l'UNESCO, il faut le rappeler. On part à la découverte de ce site touristique qui se trouve à Thiébélé dans la rubrique à la découverte 2. Et tout à l'heure, Alphonse Ouidrago nous retrouvera pour feuilleter les journaux avec nous puisqu'on va s'informer avec lui. Et dans la rubrique invité du jour, on parlera de cyclisme avec la Fédération nationale donc de cyclisme. Ça sera tout à l'heure. Et puis plus tard également, on parlera d'un événement avec des annonceurs à venir. Merci de nous suivre. On débute l'aventure avec la première rubrique, c'est à la découverte de... Alors, nous sommes, cette semaine, nous nous intéressons du moins à la cour royale de Thiébélé. Donc, on s'intéresse à ce site touristique-là. Et il faut rappeler qu'il n'y a pas longtemps, l'Office national du tourisme burkinabé avait entrepris des visites des sites touristiques de la province du Naouri. Du patrimoine mondial de l'UNESCO, c'était le 26 juillet dernier. Donc, ce site a été visité également. Il faut dire que, notons déjà pour commencer que Thiébélé est un département du Burkina Faso situé dans la province du Naouri, dans la région du centre-sud. Thiébélé se trouve à quelques kilomètres de la frontière avec le Ghana. La cour royale de Thiébélé est située à quelques kilomètres environ au sud de la ville de Pau. Il faut rappeler que cette cour a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2024. Donc, la cour royale de Thiébélé est un ensemble formé d'une basse cour et des maisons d'habitation. Cette cour royale de Thiébélé, c'est environ 1,2 hectares qui abrite 250 à 300 personnes. Devant la cour, les guides sont positionnés et attendent les visiteurs. On dénombre au sein de cette cour royale de Thiébélé 3 types de maisons, donc pour ne pas dire 3 modèles de maisons, dont 2 en terrasse selon les guides. Les maisons en terrasse, ce sont les maisons réservées aux personnes âgées et les maisons pour les jeunes mariés. Il y a un autre modèle aussi en toit de chaume. Ce sont les maisons pour les célibataires. Les marches construites sur un côté de la maison et une échelle en bois permettent de monter sur les terrasses. On a également le type de maison qu'on appelle maison mère réservée aux vieilles personnes qui sont en forme de huttes. Généralement, les maisons en pays Thiébélé comportent 2 pièces, une chambre et une cuisine. La particularité des concessions en pays Kassena, c'est la décoration. Les maisons sont décorées à l'extérieur, tout comme à l'intérieur. Le décor est un ensemble de symboles que vous pouvez observer en regardant attentivement donc cette architecture murale. Vous pouvez observer par exemple des images de tortues, de boa, de marguillat, de lions, de tambours, etc. On observe aussi des figures géographiques quand on regarde les images de la cour royale de Thiébélé. La cour royale de Thiébélé nous offre à voir une diversité de décorations. Dans cette cour, il y a une butte d'environ 50 mètres. C'est le lieu où sont enterrés les placentas de tous les enfants nés de la cour royale. On retrouve également les tombes des personnes de cette cour décédées. L'autel des sacrifices, le figuier et les pierres sacrées sont assez visibles au palais de Thiébélé. Alors, cette semaine, nous sommes installés donc
au niveau du Naouri pour vous faire découvrir la cour royale de Tibélé. C'est bien de le rappeler, qui a été donc classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Il faut le rappeler, c'était en juillet 2024. Et voilà, vous observez bien sûr les images de cette cour royale là que vous avez la possibilité de visiter quand vous serez donc à Tibélé tout simplement. Merci de votre attention. Tout au long de cette semaine, on va vous proposer les témoignages de nos guides, ou ne pas dire des guides de cette cour royale là, qui ont bien voulu partager l'histoire de la cour et puis les significations des aspects à travers bien sûr les témoignages que nous allons vous proposer. Merci de votre attention. Et pour installer Alphonse Ouedraogo, nous allons marquer. Aujourd'hui, nous allons feuilleter les journaux ensemble avec Alphonse Ouedraogo, très bien habillé dans sa chemise MK226. Bonjour Alphonse. C'est quoi, ça veut dire quoi? C'est la marque de Mariette Kokwaga du 226. Donc M pour Mariette, K pour Kokwaga et puis 226 quoi, pour dire Burkina Faso. En tout cas, voilà. C'est une chemise chèrement acquise. Chèrement acquise à la sueur de ton front. En tout cas, on passe le bonjour à notre réalisatrice aussi qui est en même temps modéliste, on va le dire. Voilà. On espère que d'ici là, elle va commencer à nous habiller gracieusement. Merci. Voilà. Alors, on découvre les titres d'abord, Alphonse. Oui, et je commence avec le journal Le Pays dans sa parution du jour affiche Ramadan 2025. Les fidèles musulmans ont prié pour un Burkina solidaire de paix et de cohésion sociale. Et sur le même sujet, le message du président du Faso est à lire à la page 2 du journal. Sobige Aya Nakamura, attendu à Ouagadougou, écrit le journal Révélation. Dans cette rubrique, Le Pays écrit épidémie de varicelle dans la région du centre. Les mesures à prendre sont à lire à la page 8 du journal. Gouvernance du football burkinabé, les conclusions de 2 audits commandités attendues, c'est-à-dire à la page 19 du journal. Développement du football national, il faut des réformes courageuses et ambitieuses, écrit donc le journal. Le journal Le Quotidien, à sa une ce matin, écrit Aïd el-Fitr 2025, les Burkinabés invités à une solidarité agissante. Coup d'État manqué du 15 septembre 2015, 21 militaires condamnés, graciés par le chef de l'État. Dans sa rubrique Voyageurs de Guinée, le journal écrit ENSOA, la 16e promotion prête à servir le Burkina Faso. Canal Plus Burkina, invité par le CSI, a interdit la diffusion de l'émission intitulée Qui veut épouser mon fils? Au bout du lasso, la police municipale accueille 32 nouveaux agents, écrit le journal Le Quotidien. Un autre quotidien, c'est le journal Sidoya. Sidoya, dans sa parution du jour, affiche Ramadan 2025, prière pour les forces combattantes et la paix, c'est à lire à la page 2 et 11 du journal Sidoya. Initiative dénommée Les étudiants nourrissent les étudiants. Et les incubés de Bagré livrent 35 tonnes d'oignons, nous apprend Sidoya. Sécurisation du territoire, 2069 policiers prêts à servir. C'est un autre titre du journal Sidoya. Le quotidien Bogolais, l'Express du Faso, dans sa livraison de ce matin, et donc célébrer cette fête de Aïd el-Fitr, pardon. Toujours sur le même sujet, la tolérance interreligieuse au cœur des festivités à Banfora, écrit le journal Adidougou. Nous souhaitons que nos vœux soient exaucés. C'est donc des vœux des fidèles musulmans. Toujours dans ce journal, dans sa rubrique Autant le dire, le journal écrit Paix et cohésion sociale, allons au-delà de nos prières et de nos incantations. Les mesures prises pour faire face à la canicule, à propos donc de la Sonabel Bobo du Lasso, c'est-à-dire à la page 5 du journal. 6 mois de gestion de la FBF, le président Oumarou Savadougou dresse un bilan positif. Le journal L'Observateur parle ce matin de la situation sécuritaire et dit
il y a une certaine embellie. C'est donc des propos de Imam Abdallah Ouedraogo à l'occasion donc de la prière d'hier. Putsch manqué du décès de 15 et 16 septembre 2015, grâce amnistiante pour 21 condamnés, écrit le journal. 6 mois de gestion de la FBF, les premiers signaux de l'ère Oumarou Sawadogo, c'est à découvrir à la page 15 du journal. Victor Sanon TP, l'ancien produit de handball burkinabé. Campagne présidentielle au Gabon, le général Oligui Nguema en civil pour légaliser son putsch, écrit le journal. Dernière minute, Fatou Gengire, l'époux du général Gilbert Gengire, de retour au Bercail, écrit le journal au secteur Palga. Bien entendu, c'est un poisson d'avril. Terminons avec le journal Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso affiche ce matin prière Aïd el-Fitr 2025 au Burkina. Sous le sceau de la solidarité pour la sécurité du pays. Le chef de l'État a prié avec la communauté musulmane, écrit le journal. Centre commercial Super U Ouagadougou Zada, un projet novateur du groupe Marina Market. News du jour, dans cette rubrique, on peut lire grâce à amnistiante 10B pour 21 conjurés du 16 septembre 2015. Le CSC occulte qui veut épouser mon fils sur Canal Plus Burkina. Le ministre Gilbert Ouedraogo, sur le président du CSC, écrit le journal. Explication du SG du ministère de la Justice sur le prix du meilleur engagement citoyen. 2069 nouveaux policiers prêts pour défendre la patrie, écrit le journal. Porteuse du Burkina de Zongo, c'est à Lumbila. Le DIRCAB du président Ibrahim Traoré constate la promesse tenue. Merci bien, Alphonse, pour ces titres. Merci. On va donc revenir sur quelques sujets d'actualité. Ce qui marque l'actualité, c'est notamment la prière de l'Aïd el-Fitr, c'était hier. Et les fidèles musulmans du Burkina ont prié. Et le mot qui revenait, c'est bien sûr la paix. Bien entendu, c'est le contexte qui nous impose cela. Partout, les fidèles musulmans ont en tout cas prié pour le pays, et c'est le mot paix qui revient. En tout cas, là où il y a eu, c'est la prière, là où s'est tenue la prière. Et cela se comprend, parce qu'aujourd'hui, depuis quelques années, nous sommes dans un contexte sécuritaire difficile. Et aujourd'hui, si vous demandez à... Je dis Burkinabé, si vous demandez qu'est-ce qu'ils veulent, bien entendu, c'est la paix d'abord, avant toute autre chose. Mais cette paix, en tout cas, souhaitée chaque année, chaque prière, dans les églises, dans les mosquées, comment nous allons donc la retrouver? C'est la question qu'il faut se poser. Il ne suffit pas de dire nous voulons la paix. Parce que la paix, c'est aussi le changement de comportement. Le changement de comportement en commençant par l'éducation de nos enfants dans les familles. Et ça, chacun doit jouer son rôle, que ce soit la maman, le papa, chacun doit jouer son rôle. Il ne suffit pas de donner à manger aux enfants, ou bien de retour du boulot, le papa demande est-ce que les enfants ont mangé. C'est pas ça seulement, en tout cas s'enquérir, en tout cas de l'éducation des enfants. Il y a un certain nombre de comportements qu'il faut donc enseigner aux enfants. Un enfant doit savoir qui est son aîné, comment respecter les anciens, comment se comporter lorsqu'il est en famille, lorsqu'il est en tout cas dehors. Tout cela, ce sont des petits enseignements donnés aux enfants, et c'est avec ça qu'ils vont grandir, en tout cas, et devenir vraiment des enfants de demain. C'est vrai que l'école est importante, mais à l'école, ce n'est pas suffisant. On peut être intelligent à l'école et être bête au niveau de la société, si les parents n'ont pas joué leur rôle. Donc aujourd'hui, si nous sommes en tenant et nous sommes vraiment acculés aujourd'hui par ces faits de terrorisme, bien entendu, c'est parce qu'il y a eu un manquement au niveau de l'enseignement qu'il fallait vraiment donner à des enfants dans nos familles. Donc c'est interpellateur, comme l'a toujours en tout cas invité, enseigné le Mogonaba. Il faut que l'éducation soit vraiment soutenue au niveau de nos familles. Il faut éduquer les enfants. Et l'éducation, il ne suffit pas seulement de leur donner du pain, de l'argent, de poche pour aller à l'école. Non, il y a un certain nombre de comportements que beaucoup ont eu. Et à un moment donné, nous avons abandonné ces enseignements-là. Et aujourd'hui, nous payons le prix. Donc la paix que nous voulons
tend et que nous cherchons est un changement de comportement. Et pas seulement au niveau des enfants, même au niveau des aînés. Il y a eu à un moment donné des commerçants, par exemple, qui livraient le carburant, par exemple, dans des zones sensibles, même si l'intention n'était pas de livrer ce carburant-là aux terroristes, mais parce que la zone est sensible, ben ça c'est, vous êtes guidé par l'argent, en oubliant que ça peut servir, ça peut aider les terroristes à continuer toujours de se ravitailler pour nous attaquer. Donc tout cela c'est le changement de comportement. Donc je pense que ça soit pendant les sermons, il faut éclater le sujet. Nous voulons la paix, c'est vrai, mais quels sont les éléments qu'il faut réunir pour qu'il y ait la paix? Je pense que nos imams doivent éclater le sujet, que ce soit dans les églises, on doit éclater le sujet pour que nous puissions vraiment retrouver cette paix tant recherchée. On espère bien. Merci. Parlons maintenant football burkinabé. Donc le football burkinabé qui a mal et il faut réformer au quotidien. Il faut réformer. C'est le quotidien qui le dit. Hein. Oui, c'est le journal quotidien de la place. Non, c'est le journal Le Pays, avec dans sa rubrique Sidzabda qui dit par exemple que pour le développement du football burkinabé, il faut des réformes courageuses et ambitieuses. Le constat est latent et ça fait froid au dos parce qu'aujourd'hui nous assistons vraiment à un recul de notre football en termes de mobilisation, en termes d'engagement à tous les niveaux. D'abord, nous manquons d'infrastructures sportives, ça c'est un constat, ça c'est un fait. Il y a aussi le fait que au niveau des stades, il y a l'absence des supporters. Quand il y a des stades vides, ça n'encourage pas. Pourquoi souvent on se dit que pour cette rencontre, ce match-là, nous jouons à l'extérieur, mais quand nous allons jouer maintenant chez nous, nous avons de fortes chances de gagner. Parce qu'il y a des supporters que vous allez gagner. Donc, si le stade est rempli, s'il y a en tout cas cette mobilisation, les joueurs ont ce courage de se donner parce que le public fait son travail, c'est le 12e homme. Malheureusement, au Burkina, quand vous partez sur le championnat qui se joue face au foot Ligue 1, il y a des rencontres par moment, ce que le journal a relevé. Ou si vous avez beaucoup de supporters, c'est peut-être une vingtaine. Donc, c'est malheureux que nous soyons vraiment à ce stade. Et pour corriger, il faut vraiment opérer des réformes. Et il faut vraiment faire en sorte que les stades aujourd'hui, des clubs, se rapprochent donc, soit en tout cas dans des quartiers populaires, pour mobiliser. Ce que nous avons aujourd'hui comme stade de certains clubs, c'est pratiquement situé en plein cœur de Ouagadougou, de Bobo-Doulasso. Malheureusement, les gens, là où il y a la population, là où il y a des quartiers populaires, c'est un peu loin des stades. Donc ça fait qu'il n'y a pas ce désir ou cette envie d'effectuer, de voyager, de faire des kilomètres pour en tout cas aller sur un match de football. C'est malheureux. Donc je pense que au-delà de ça, il y a les moyens financiers qui posent problème. Des joueurs accusent donc des arrêts de salaire. D'ailleurs, c'est des miettes. Même ça, ce n'est pas régulier. Donc comprenez que ça n'encourage pas les joueurs, ça ne donne pas envie aux autres de se donner. Tout de même, aujourd'hui, il y a des Burkinabés qui ont en tout cas pris cette initiative de créer des centres de formation conformes. Et ces centres de formation donnent vraiment du plaisir, je ne vais pas les citer. Et ça augure de bons auspices que, en tout cas, si nous continuons avec cet engagement-là, nous allons avoir un football meilleur. Mais en attendant, il faudrait que nous opérions des réformes. Bien entendu, ce sont les autorités sportives du football burkinabé qui doivent vraiment avoir l'idée de réunir toutes les anciennes gloires, de réunir tout cela qui faisait en sorte que les stades soient remplis. Et il faut que nous assions autour d'une table pour mener la réflexion, et c'est ensemble que nous allons pouvoir donc développer notre football. C'est important. Alors, dernier sujet, parlons de ces rumeurs sur l'état de santé du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Oui, hier, dans la soirée, les rumeurs couraient partout sur les réseaux sociaux. D'autres même annonçaient son décès. Partout, on a vu des pages Facebook ou des sites qui ont été craqués pour en tout cas distiller ces informations-là.
Donc ça fait peur, en tout cas au niveau de la lagune Ibrié. Ça fait peur, bien entendu, parce que Alassane Dramane Ouattara a quitté Abidjan il y a quelques jours. Il était à Paris pour un séjour privé. Et surtout son absence pendant la fête de l'Aïd el-Fitr a fait que cette rumeur a été beaucoup plus persistante, et des gens avaient commencé vraiment à croire que c'était vrai. D'autres ont dit que son état de santé était critique. S'il n'a pas été donc à la prière, ça veut tout dire, même si son vice-président a été. Donc, en tout cas, ça a mené les Ivoiriens à s'inquiéter. Mais en fin de soirée, cette rumeur a été donc de courte durée parce que Alassane Dramane Ouattara a regagné Abidjan avec les images que vous voyez. Je peux dire que ce sont les conséquences des réseaux sociaux. Et ça me rappelle ce thème qui a été développé par un imam ivoirien à l'occasion donc de la célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr. Cet imam a retenu comme thème les réseaux sociaux. Pourquoi les réseaux sociaux? C'est comme je disais tout à l'heure, il faut des sous-thèmes pour éduquer les enfants. Les réseaux sociaux aujourd'hui peuvent en tout cas aider à développer et peuvent aussi aider à détruire. Les réseaux sociaux, s'ils ne sont pas bien utilisés, nous pouvons donc créer des situations difficiles. C'est comme quelqu'un qui s'assoit peut-être dans un coin, qui prend des vieilles images, qui annonce qu'il y a une attaque par-ci, par-là. Ben, ça fait peur. Non seulement ça fait peur pour ceux-là qui sont dans ces zones, qui vivent paisiblement, et aussi ça fait disperser les forces pour ces combattants qui sont sur le front. Est-ce qu'il faut considérer que ce qui a été écrit est vrai? Est-ce qu'il faut en tout cas faire mouvement pour aller vérifier? Est-ce que ce n'est pas une histoire donc de faire bouger et que l'ennemi va venir taper? Donc, comprenez que les réseaux sociaux sont une menace s'ils ne sont pas bien utilisés. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, ce que l'imam a demandé, c'est qu'il y ait une bonne utilisation des réseaux sociaux, parce que ça peut créer des situations difficiles. C'est comme s'il le savait. Avec ce qui a circulé comme rumeur hier, ça a inquiété les Ivoiriens. Mais je colle ça avec l'actualité politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous savez qu'il y a cette bataille au niveau donc d'élection qui va se tenir donc en octobre. Et cette bataille est beaucoup plus liée au fichier électoral. La classe politique ivoirienne, surtout l'opposition, demande l'audit du fichier électoral. Aussi, elle demande que ce fichier électoral soit révisé, chose que la commission électorale indépendante, la CEI, a refusé parce que ils sont déjà à quelques mois des élections, et donc pas question donc de réviser ce fichier électoral. Donc ça fait que ce débat cristallise les regards et divise la classe politique, au point que lorsque la rumeur a commencé à circuler, bien entendu, ceux-là qui sont des adversaires d'Alassane Dramane Ouattara, leurs activistes vont propager l'information et ça crée en tout cas une certaine peur. Donc c'est la conséquence de la politique qui n'est pas un fleuve tranquille aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est la conséquence du refus de s'asseoir autour d'une table pour bien coordonner les choses pour les élections à venir en Côte d'Ivoire. Je dirais que vraiment c'est inquiétant pour l'avenir de ce pays, en tout cas pour les élections à venir. D'accord, on a bien noté, donc c'était vraiment des fake news, on a envie de dire. Merci beaucoup Alphonse pour ces analyses. Madame Nikema. Alors, tu restes avec nous. Ensemble, on va parcourir quelques villes d'affaires, y compris Abidjan, Ouagadougou, pour découvrir. Nous sommes de retour sur ce plateau et comme annoncé aujourd'hui, on parle de cyclisme et surtout, on va parler de nos coureurs qui iront représenter les couleurs donc, du Burkina Faso à l'international. En tout cas, il y a des compétitions qui s'annoncent pour ce mois d'avril. On en parle aujourd'hui dans la rubrique Invité. Notre invité est bien installé sur ce plateau. Il s'agit de Monsieur Martin Sawadogo. Il est le directeur technique national de la Fédération burkinabé de cyclisme. Bonjour à vous, Monsieur Sawadogo. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous pour nous partager l'actualité des coureurs burkinabés. Mais avant d'en parler, c'est bien quand même que vous puissiez nous présenter plus la Fédération burkinabé de cyclisme. Ok, merci beaucoup. Et je voudrais
à l'entame, vous dire merci de l'invitation et de l'accompagnement au nom du bureau exécutif. Et merci Bendoudou Amédé, Yans Amédé et tout le bureau exécutif et pour en tout cas tout ce que vous faites pour le sport en général et le cyclisme en particulier. Et bon, pour présenter brièvement la fédération de cyclisme, c'est une discipline qui œuvre pour la promotion et le développement du sport cycliste, voilà, en général au niveau du Burkina Faso. Il est affilié bien sûr à la Confédération africaine de cyclisme, affilié aussi à l'Union cycliste internationale et aussi au niveau du Comité national olympique des sports burkinabé. Et bien sûr que notre ministère de tutelle, c'est en quelque sorte c'est le département en charge des sports, le ministère de la jeunesse et de l'emploi. Alors, donc voilà brièvement qu'il y a un bureau exécutif de 21 membres, il a des clubs, il a des ligues et nous avons un programme et bien sûr quadriennal, voilà, et annuellement. Et dont la mise en œuvre, en tout cas, c'est la charge avec une direction, la charge de la fédération avec une direction technique qui accompagne le projet fédéral. Voilà brièvement, en tout cas, présenté. Et la direction technique est pilotée par vous-même? Voilà, la direction technique est pilotée par moi-même. Et c'est quoi, en fait, le travail d'une direction technique et précisément de la direction technique pour la fédération de cyclisme? Ok, merci beaucoup. La direction technique nationale, en quelque sorte, c'est une émanation de la Fédération burkinabé de cyclisme et qui est en quelque sorte un organe technique. Il est purement technique, il est bien sûr qu'il relève du bureau exécutif, le président qui propose, mais nommé par le ministère des Sports parce que c'est une compétence, voilà, en termes techniques qui s'occupe bien sûr de la politique nationale et en tout cas du développement et de la promotion, qui a des commissions spécialisées. Voilà, tel que par exemple, il y a les entraîneurs, voilà, qui doivent superviser, avec bien sûr encadrer la sélection des étalons. Il y a la formation, bien sûr, et à tous les niveaux. Et productif, et qui est aussi le relief entre la fédération et le ministère. Donc je peux dire que c'est un manœuvre parce qu'il est au four et au moulin. Parce que là-bas c'est comme la médecine. Parce que là-bas on ne ment pas. Parce que l'entraînement c'est scientifique. On ne ment pas. Donc il faut arriver en tout cas à orienter de façon très très précise et qu'est-ce qu'il faut faire et pour réellement développer, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner des performances en tout cas sportives très souhaitées. D'accord. Voilà. Alors parlons, c'est pas pour comparer, mais très souvent quand on parle des autres sports, on compare avec le football et surtout les fédérations. Est-ce que la fédération burkinabé de cyclisme a les moyens nécessaires pour le développement de cette discipline, au même titre que le football par exemple? Le football est un peu particulier, voilà, mais je pense que c'est une discipline aussi comme le football, et à la différence que chaque discipline a sa spécificité. Et nous sommes liés au niveau de l'Union cycliste internationale, qui est chargée du développement dans les 6 continents, comme on le dit, et ensuite le football est lié au niveau de la FIFA. Alors l'accompagnement financier n'est pas le même, et le ministère et en tout cas aussi accompagne toutes les fédérations, le football par exemple, et accompagne aussi le cyclisme aussi comme il peut. Voilà, raison pour laquelle chaque année il y a l'arbitrage budgétaire, là où j'essaie en tout cas d'accompagner le cyclisme et au niveau des moyens, je veux dire, au niveau par exemple, comme on appelle des championnats de petites catégories, de grandes catégories, et ensuite il y a les conseils de gestion, il y a la direction technique, le secrétariat, le fonctionnement, comme ils peuvent, compte tenu du contexte. Et ensuite aussi, la fédération aussi a ses entrées, ses sponsors. Voilà, et ces sponsors aussi, bon, qui en tout cas qui nous octroient des courses, attention, on ne va pas citer de sponsors. Non, je ne cite pas, mais quand même Savane Média, je vais citer. Ah oui, Savane, seulement Savane. Voilà, un exemple, par exemple, vous nous avez donné accompagné avec beaucoup de courses, et qui nous a accompagnés en tout cas dans la préparation de nos équipes pour
le Tour du Faso, qui est quand même notre objectif global principal de l'année, et ensuite d'autres sponsors que je ne vais pas citer comme vous l'avez dit. Et donc vous voyez que chacun a ses entrées aussi. Et le bureau exécutif aussi, et à travers son président, plus beaucoup de membres, et aussi créer d'autres initiatives à l'intérieur et qui accompagnent aussi, et en tout cas, le cyclisme dans son ensemble. Mais pas comme le football, mais on peut dire quand même que comme on appelle, on se suit, mais le football quand même, il est comme une religion au Burkina Faso, donc on ne peut pas le dire, comme le cyclisme, en termes de sportivité bien sûr. Voilà, c'est pas comme le cyclisme, là où un enfant est toujours avec un vélo comme dit un de vos confrères, mais dans la sportivité, ce n'est pas évident en termes de financement, c'est pas égal. Mais quand on veut faire le point en fait de la situation du cyclisme burkinabé, c'est quoi les difficultés, les grandes difficultés aujourd'hui auxquelles la fédération est confrontée ou les clubs de cyclisme? C'est vrai, la fédération de cyclisme, effectivement, je vous disais tantôt que ce sont les clubs, ce sont les districts, ce sont les ligues, avant que ça arrive au niveau, bien sûr, des étalons. Et le vrai problème, c'est simple, c'est les moyens. Parce que vous voyez, les pièces, ça coûte cher. Pour entretenir, par exemple, un seul cycliste, je sais que ce n'est pas facile. Et les vélos, d'abord, un bon vélo aujourd'hui, ce n'est pas moins de 5 à 6 millions. Et ensuite, il faut, comme on appelle, entretenir ces vélos. Et ensuite, il faut entretenir comme on appelle, les coureurs. Et si vous avez au moins 5 coureurs au niveau des clubs, donc vous faites un peu le ratio et puis vous regardez. Et il y a l'entraîneur qui est là où il faut, comme on appelle, entretenir. Il y a l'entraînement, comme on appelle, les ravitaillements. Et pas mal de choses. Donc je peux dire que le vrai souci, c'est tout ça, c'est les moyens. Mais bon, en tout cas, les clubs font ce qu'ils peuvent et pour en tout cas exister et essayer d'animer en tout cas le sport cycliste. Merci bien. Parlons maintenant de ces différentes sorties que vont effectuer notamment nos coureurs, les coureurs burkinabés. Alors, les 4 clubs du cyclisme du Burkina doivent participer à des compétitions. Donc, on a par exemple la compétition de cyclisme au Mali, dénommée Grand Prix de l'AES. C'est le 6 avril prochain, non? Oui, tout à fait, le 6 avril. Oui. Ok. On a bien sûr aussi d'autres compétitions à venir au Mali. Donc, j'avais cité le Mali, le Bénin et puis Cotonou également pour les dames. Comment vous préparez tout ça? Bon, effectivement, le Burkina Faso, après la rentrée sportive et le traitement des licences, etc., il y a une série de compétitions que nous devons y participer. Comme vous venez de le dire, le 6 avril, il y a le Grand Prix au RTM, la radio-télévision du Mali. Et ensuite, là où nous allons participer à cette course-là avec 4 grands clubs. Voilà, comme ce que je disais, par exemple, la SBCL, la JCK, l'USFA et puis Makafa. Il y a déjà une présélection qui est déjà établie. Donc, ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et ensuite, il y a aussi le Tour même du Mali, et qui commence le 13 et qui finit le 20. Voilà, donc là-bas, ça, c'est 6 coureurs, des étalons, qui doivent aussi participer à cette course-là. Et bien sûr, il y a le Bénin. Le Tour du Bénin, c'est du 28 avril au 3 avril, comment on appelle? 28 avril au 3 mai. Au 3 mai. Voilà, ça c'est le Bénin, ça c'est le tour même proprement dit. Et bien sûr, juste après la fin du tour, il y a le Grand Prix d'âme du prix du Cotonou. Ça c'est le 3 dans la soirée. Et le 4, ça c'est le Grand Prix aussi du Cotonou. Bien sûr qu'il y a d'autres courses qui se sont annoncées, telles que le Tour de Togo, le Tour de Lomé, etc. Mais du reste, ça ce sont ces courses-là que nous préparons actuellement. Nous avons fait une présélection de 10 coureurs, bien sûr, avec ces clubs-là. Là, on a fait un regroupement. Les 4 clubs-là? Oui, là, ils s'entraînent beaucoup, mais vraiment, ils s'entraînent avec les étalons. On a essayé de les cadrer parce que quand même, c'est vrai, c'est l'AES et il faut quand même aller défendre les couleurs du Burkina Faso. C'est vrai qu'ils partent en club, mais c'est quand même, il y a l'honneur du pays qui est là. Il faut réellement qu'ils aient une très bonne expression sportive et reflétant en tout cas l'image du Burkina Faso. Donc, en tout cas, la direction technique les assiste. Donc, rappelez-nous, vous avez dit combien de coureurs? Nous avons 10 coureurs. Ok, on peut peut-être les citer. Pas de problème. Nous avons le capitaine Ilboudo Aruna. Voilà, il y a Ramende Moukaïla, il y a Bouddha Wahabou, il y a Yamero Satune, Ilboudo Soumaïla, le Bouddha Rachid, Ilboudo Mohamadi, Bouddha Congo Daouda et Soulama Babassi. Donc, tout ceci-là, ils vont partir qui
qui sont partis des clubs, bien sûr, dont je venais de citer, et qui vont y participer. Mais à l'intérieur, nous allons sélectionner 6 coureurs. Voilà, 6 coureurs là-bas pour représenter purement les étalons pour le Tour cycliste international du Mali. Du Mali. Oui, tout à fait. D'accord. Parlons maintenant des dames. Est-ce qu'il y a une préparation spécifique pour les dames? Bah, bien sûr, vous savez que les dames nous ont fait honneur en Namibie. Je sais que vous avez suivi. Voilà, donc pendant qu'on préparait même le Tour du Faso de 2024, et aussi c'était en préparation, mais c'était un peu dans l'anonymat, mais ils sont déjà en préparation. Vous savez que la préparation d'une compétition, c'est en fait, c'est pas uniquement le regroupement, c'est qu'on appelle mise au vert. Voilà, c'est des compétitions un peu dans les clubs, et ensuite maintenant, il y a les mises au vert, il y a un temps qu'on prend et pour les regrouper afin de parfaire des aspects tactiques, des aspects techniques, et en fonction bien sûr de la compétition qui est à ce niveau-là. Donc je crois que on est là-dessus, ils sont en préparation. Si vous êtes un peu dans les artères, dans les différents clubs et tout, avec leur entraîneur, bon, vraiment c'est vraiment, donc on est en préparation, et bien sûr il y aura un regroupement juste avant, parce que le tour comment on appelle, c'est le 28, voilà, c'est le 28 le Bénin. Voilà, donc pour un peu de temps pour les dames. Voilà, donc là-bas il y aura comment on appelle, mise au vert spécifique, parce que c'est une journée et il faut réellement aller, ça va aller fort, donc il n'y a pas d'erreur. Donc je crois qu'à ce niveau on n'a pas peur. Les dames nous ont toujours fait honneur. Ah oui. On voyait leurs images, je pense que c'était les maillots des Italiens qu'elles avaient portés là. On revient sur l'image qu'on voyait. Voilà, tout à fait. Voilà. Vous voyez, par exemple, avec leur entraîneur Sanfo, voilà, en tout cas qui nous ont fait honneur, en tout cas en Namibie. On a travaillé beaucoup. Ah, c'était en Namibie? Ouais. Et ils sont partis. Aussi en formation. Donc c'était les deux et la direction technique coordonnée avec bien sûr le bureau exécutif. Vous parlez de coordination, M. Saosgo, mais concrètement, comment vous accompagnez les différents entraîneurs à préparer toutes ces équipes-là, enfin tous ces coureurs, les 10 coureurs qui iront donc, on va dire quoi, courir pour le bouquet? Tout à fait. Vous savez que c'est ça, j'ai dit, le rôle d'un directeur technique, c'est quoi? D'abord, c'est un entraîneur. C'est un entraîneur, il faut être un planificateur, il faut planifier les entraînements. Vous savez que l'entraînement, c'est en fonction du terrain, et il faut travailler beaucoup sur l'endurance, la vitesse, même endurance foncière, la puissance, la résistance, parce que, et ça, ce sont des méthodes pédagogiques d'entraînement. Voilà, donc avec les entraîneurs, c'est-à-dire qu'on a planifié, comme on appelle, un planning d'entraînement en fonction de cette course-là. Voilà, et travailler sur les intensités en fonction des kilométrages, en fonction des heures. Et vous savez que dans un groupe, par exemple, comme les 10, vous allez voir que le cyclisme, c'est comme le football. Vous avez des arrières, vous avez des rouleurs, vous avez des sprinteurs, vous avez, comme on appelle, des coureurs qui ont une certaine capacité aérobique, qui peuvent, par exemple, comme des coureurs de fond, comme vous voulez, qui peuvent venir tout de suite là prendre de la nourriture, aller donner ou de l'eau. Et le leader, lui, ne vient jamais derrière. C'est lui qui va venir donner et puis aller. Et quand ça, comment on appelle, quand il y a échappé, voilà, chercher des grands rouleurs tout de suite là pour souder et puis y aller. Donc le rôle de l'entraîneur, le rôle de directeur technique, c'est travailler avec les entraîneurs, avoir une certaine sélection, parce que toutes les courses de l'année ont des statistiques, ils sont notés avec ces coureurs-là. Donc il y a les propositions, comme ce que vous dites ici, quoi, en rédaction là. Et maintenant ils vont proposer, et en fonction par exemple de la vision, et de l'enjeu même de la compétition, etc. Donc on discute, et le directeur technique doit être à mesure de faire une très bonne analyse, faire des propositions et suivre pour la mise en œuvre, et voir est-ce que réellement cet entraînement-là, ça a suivi les consignes, ça n'a pas suivi les consignes, les décès, et puis on continue. C'est la même chose que, bien sûr, avec les cyclistes dames et bien sûr les garçons. C'est la même chose aussi quand vous dirigez une formation pour, comment on appelle, soit les cyclistes ou d'autres dirigeants et autres et tout. Mais il est purement technique.
il est entraîneur, il est formateur. Voilà. Alors, M. Saoudgo, ce que je me demande, des 10 coureurs que vous avez sélectionnés d'abord, est-ce que ce sont ces mêmes coureurs qui vont compétir partout, en fait, pour le mois d'avril? Ah oui, bien, c'est une très belle question. Les 10 coureurs là, il y a ceux-là qui vont courir pour le Grand Prix de l'ORTM. Okay. Au Mali. Au Mali. Maintenant, les 6 coureurs qui vont faire le tour du Mali, c'est les mêmes qui vont continuer pour faire le tour du Bénin parce que ça se suit directement. Okay. Voilà, c'est-à-dire qu'ils vont finir le 20, le temps d'arriver ici, le 28 est déjà là et ils sont déjà en jambes et nous avons en tout cas opté d'amener les 6 là-bas. Les 6, ok. Voilà, tout à fait. Donc ça veut dire des 10 là, finalement, c'est 6 qui seront retenus. Voilà, c'est pour le tour du Mali. Mais pour les clubs, tout le monde va courir là-bas. Okay. Voilà, les 10 vont prendre part au Grand Prix et 6 là qui vont participer au tour du Mali et revenir ici pour continuer au tour du Bénin. Du Bénin. Voilà. Ok, en tout cas on leur souhaite bonne chance. Merci pour beaucoup. Les étalons dames, vous êtes plutôt confiante, non? Parce qu'elles reviennent avec quand même, ils ont remporté au Burundi. Notamment ces Burundi, prix, tout à fait. Bon, c'est vrai que c'est Namibie qui est toujours dans ma poche, mais Burundi, oui. Burundi aussi. Parce qu'on a un grand projet à Namibie là où on devait partir, donc c'est un lapsus. Non, j'ai confiance aux cyclistes de façon générale. Et les étalons dames, j'ai confiance. Bon, c'est vrai que vous êtes là, je ne peux pas beaucoup parler. Ils nous ont fait honneur. Oui. Et vous savez que c'est en quelque sorte une catégorie que la Confédération africaine est en train de développer. Okay. Voilà. Et même sur le plan mondial, l'Union cycliste internationale qui est chargée bien sûr de superviser le développement du cyclisme dans ces facettes-là est réellement très regardante sur les cyclistes dames. Okay. Et la progression de nos cyclistes dames, vraiment, qui a même participé au haut niveau avec Awa Bamoro, au niveau des IO, c'est-à-dire que c'est réellement quelque chose à encourager. Donc, je peux dire que réellement j'ai confiance. Mais j'ai confiance à tous les cyclistes, même hommes. Parce que nous avons fait quand même des preuves au niveau des hommes. Nous avons eu des Tours du Faso, nous avons été aux Jeux africains, nous avons eu des médailles, nous avons aussi participé aux Jeux au Japon, à Tokyo. Okay. Donc, et ils ont déjà fait leurs preuves. Voilà, donc à féliciter. Les dames qui sont en train de progresser, je pense qu'il y a lieu de les encourager. Il y a lieu en tout cas de faire confiance et essayer de développer cette discipline-là. Qui n'était pas... Ben c'est vrai qu'ils faisaient la compétition, mais pas à ce niveau-là. Donc j'ai confiance aux dames, mais j'ai eu confiance aussi aux hommes. Voilà. On va souhaiter bonne chance à tout le monde. Et Paul Domon, est-ce qu'il va bien? Il semblerait qu'il est blessé, non? Oui, Paul Domon, il va bien. Et il était venu en congé. Okay. Voilà, après sa blessure, parce qu'effectivement, il n'a pas pu prendre part au Tour du Faso dernier. Et il était venu en congé. Il est reparti, bien sûr, avec son club. Et vous savez que c'est la phase, bien sûr, des transferts. Vous savez, le mois de janvier, février, mars, là, c'est la phase des transferts. Et ensuite aussi. Donc, en tout cas, ça va, il se débrouille avec ses clubs là-bas. Voilà, et sans problème. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il ne va pas revenir courir pour le Burkina? Non, il est burkinabé. Oui. Il est burkinabé, il peut venir courir avec le Burkina à tout temps. Parce que le cyclisme, sa spécificité, c'est au niveau des licences. Il a une licence, bien sûr, d'un club qui est au niveau de Guadeloupe. Et même s'il change de club, la licence est valable du 1er janvier au 31 décembre. Okay. Même s'il vient ici, il ne peut pas prendre une licence burkinabé. Mais il peut être autorisé à courir avec la licence, bien sûr, de son club qui est là-bas. Et étant burkinabé, si nous avons, par exemple, une compétition internationale, et nous pouvons en tout cas faire les cours à lui pour qu'il vienne défendre les couleurs du Burkina Faso. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. D'accord, ça veut dire que pour le moment, pour ces compétitions en vue-là, il n'est pas concerné. Non, pour le moment, il n'est pas concerné. Il était venu, il est en train de faire ses démarrages. Et les jours où on va, en tout cas, il sera concerné, il sera appelé pour défendre vaillamment les couleurs du Burkina Faso. Monsieur Saoudgo, parlons du développement du cyclisme en général, donc au niveau du Burkina. On a un club, je crois, à Tenkodgo, qui est basé à Tenkodgo pour former notamment les cyclistes hommes et dames. Comment vous appréciez en fait ce centre de formation? J'apprécie très positivement. École de cyclisme, on va dire. Tout à fait. J'apprécie positivement
Et cette section de cyclisme que le ministère a mis en place, comme d'autres disciplines, le football, la lutte, etc., il y a cette discipline. Et ils ont créé une discipline cycliste au niveau, comment on appelle, de Tinkodoro. Ces pensionnaires-là, je peux dire que je suis quand même un acteur actif, parce que j'étais là à l'implantation, j'ai eu à donner des formations au niveau des encadreurs. Et ensuite, il y a le secrétariat technique de la relève du ministère des Sports, qui, en tout cas, sollicite les directeurs techniques là, et pour accompagner ces projets de la relève là, et qui font du très beau travail, et des résultats aussi qui sont réellement très probants. Et si on ne peut pas réellement développer une discipline, aller à un très haut niveau sans la relève. Et là, le projet du ministère des Sports a été très bien accueilli. Et en prenant, je vais parler uniquement de cyclisme, en prenant par exemple les pensionnaires qui sont au niveau de Tinkodoro, je les ai suivis pendant les 3-4 ans. Il y a eu une très grande évolution. Ils ont commencé par des vélos VTT, le ministère les accompagnait à travers le fonds par des vélos de course. Nous avons eu à compétir même entre eux. C'était réellement très très intéressant. Et au-delà de ça, le ministère, à travers le secrétariat technique de la relève, a organisé des jeux nationaux accompagnés par le département, l'autorité, et à Bobo du Lasso, qui a été très très productif. Et quand vous arrivez réellement, c'est un projet qui est vraiment très très bien. Il faut éviter les générations spontanées. Aujourd'hui, sans la relève, là, on ne peut pas progresser, même à tous les niveaux. Donc même quand on parle au niveau de nos clubs, c'est vrai que dans le programme d'activité de nos clubs, il y a eu ça, qui s'est joint même aux pensionnaires de Tinkodoro et pour faire les compétitions, mais ça a été très intéressant. Donc je peux dire que j'apprécie très positivement ce projet-là, et je crois que ce projet va continuer, et pour le bonheur en tout cas du cyclisme. Est-ce que vous espérez que des cyclistes, des coureurs de renom sortent de cette école de cyclisme? Ah oui, ça a déjà commencé avec les Latif et autres tours, parce qu'il y a des coureurs qui sont déjà cadets, voilà, de 15, 14 ans, et 15, 16 ans, ils ont participé un peu au championnat national ici, et les clubs sont un peu aux aguets, et je pense que et même les dames, ouais, les dames, il y a beaucoup de dames qui sont vraiment très bien, qui ont fait leur preuve, et je crois que en tout cas on va avoir de très bons produits au niveau de cette école-là. D'accord, merci beaucoup. On revient sur notamment ces dernières sorties-là des coureurs burkinabés pour finir l'entretien. Vous avez dit, vous êtes dans les préparatifs. Vous bougez quand pour le Mali? En principe, c'est autour du 2 au plus tard le 3. Ok. Voilà. Donc pour le Mali, sans problème, puisque la compétition commence le 6 d'abord pour le Grand Prix. Donc déjà le 5, il y a des réunions techniques, voilà, et après c'est le 13 là. Donc là les gens ils auront en tout cas le temps de récupérer, voilà, de s'acclimater comme on l'a dit, voilà, prendre le pouls et souhaiter en tout cas faire de très bons résultats. De très bons résultats. Merci beaucoup. Quel est votre mot de fin aussi à l'endroit donc de ces coureurs qui seront au Mali? Non, non, pour moi, hein, quand on parle en compétition, c'est pour gagner. C'est ça. Ça, c'est mon mot pour les coureurs et autres tout. Moi, je pense que c'est pour gagner, c'est souhaiter en tout cas faire des résultats, que chacun donne le meilleur de lui-même et faire une très belle expression, en tout cas, de compétition. Et bien sûr, espérer avoir des trophées, ça c'est mon souhait. Maintenant, c'est vraiment vous dire merci pour l'accueil et ensuite les échanges frustrés que nous avons eus. Et vous remercier encore pour l'accompagnement et pour ce que vous faites. Et la course, on espère que la course viendra avec elle, et tout, en tout cas les dynamiques, tous les barrières, tout le monde. Et pour cette compétition que nous, en tout cas qui fait du bien sûr à la fédération et beaucoup de choses. Et enfin, la paix et l'unité au Burkina Faso. Amen. Merci beaucoup, M. Sawadoué. Restez avec nous. Je rappelle que M. Martin Sawadoué est le directeur technique national de la Fédération burkinabé de cyclisme. Alors, notre entretien est terminé, donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. Merci beaucoup.
pause et puis on revient. De retour sur ce plateau et cette fois-ci, nous découvrons ensemble un projet de jeunes porté par des jeunes pour des jeunes. Nous sommes avec Monsieur Isidore Kabouré, qui est le coordonnateur du projet Best Plan Forever. Bonjour Monsieur Kabouré. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va bien chez vous. Ça va. Adieu, ça veut dire quoi en fait le nom de votre projet? Best Plan Forever, c'est un nom en anglais qui signifie le meilleur plan pour toujours. Le meilleur plan pour toujours. Effectivement. Alors, peut-être pour faire plus connaissance avec vous, est-ce que vous êtes actuellement étudiant, entrepreneur ou... Oui, actuellement, je suis étudiant en réseau informatique et télécommunication. Je fais le sport, je joue du football. Je suis aussi dans l'entrepreneuriat aussi. Voilà. Étudiant en quelle année? Deuxième année. D'accord. Et vous alliez entrepreneuriat, sport et puis études. Effectivement. Super. Vous portez ce projet-là qui vise à accompagner les jeunes. Comment l'idée de ce projet est née? Voilà, déjà on est assis, on remarque qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le besoin. Ils sont vraiment dans le besoin et souvent vous allez voir des jeunes qui font des activités néfastes, qui ne sont vraiment pas bien, ça les conduit souvent à des sanctions bien trucs. Donc on a jugé bon de mettre en place ce système qui va pouvoir aider les jeunes porteurs de projets à réaliser leurs projets. Ok. Expliquez-nous concrètement, c'est quoi Best Plan Forever? Alors, Best Plan Forever, c'est un système qu'on a mis en place pour aider les jeunes porteurs de projets qui n'ont pas les moyens de les réaliser. Pour cela, on a mis en place un site. Voilà, ce site, puisqu'on ne peut pas choisir un certain nombre et puis laisser les autres, c'est comme de la discrimination. Donc, on va faire comme si c'était de la loterie. On a mis en place un site où les gens ils ont commencé l'inscription. L'inscription a débuté depuis le 15 mars et ça prend fin le 15 avril. Ils s'inscrivent avec 550 francs sur la plateforme. Après le 15 avril, on va faire un tirage, choisir le nombre de personnes soutenir et procéder au soutien directement. D'accord, mais pour c'est par édition, je suppose. Oui. Et pour cette première édition, vous envisagez soutenir combien de projets de jeunes? Voilà. Là, ça va dépendre du nombre de personnes inscrites. Ça va dépendre du nombre de personnes, puisqu'on ne peut pas dire qu'on va, par exemple, je ne peux pas dire on va soutenir 50 personnes et qu'il y a 100 personnes inscrites. Mais vu que vous voulez faire un tirage pour sélectionner, si c'est nombreux, enfin, vous avez beaucoup d'inscrits. Donc, pour le moment, vous n'avez pas le nombre... Pour le moment, on n'a pas le nombre exact. Donc, on ne peut pas dire, voilà, on va soutenir ce nombre de personnes, tout. Mais je pense qu'on va faire le maximum. C'est pour quel type de projet, en fait, on peut souscrire à ce tirage pour voir son projet être accompagné? Voilà, puisque le président même parlait de la reconstruction du pays. Donc, il y a certaines conditions. Le projet doit promouvoir la consommation locale. Voilà, aider un projet qui vise à aider d'autres personnes aussi. Ici, nous parlons de la réduction du chômage. Voilà. Un projet qui emploie d'autres personnes. C'est un truc comme ça. D'accord. Maintenant, est-ce que le site sur lequel on peut s'inscrire est déjà opérationnel? Oui, le site est déjà opérationnel depuis le 15 mars. Et ça prend fin le 15 avril. Si vous rentrez sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, vous tapez Best Plan Forever. Best Plan Forever. Il faut peut-être épeler pour... B-E-S-T-P-L-A-N F-O R-E-V-E-R. D'accord, en anglais. Best Plan Forever. Dans plan, il n'y a pas le S, sur les réseaux sociaux. Il n'y en a pas. Donc c'est Best Plan Forever en anglais. Et voilà, si on a accès à votre site, on fait comment pour l'inscription? Automatiquement sur le bio, vous allez voir le lien. Vous cliquez sur le lien. Je précise, quand on clique sur le lien, on appuie sur rejoindre. Ou carrément un peu en haut à votre droite, vous allez voir 3 traits. Vous cliquez là-bas et vous appuyez sur l'inscription. Puisqu'il y a d'autres qui ne savent pas comment s'inscrire. Ils cliquent sur le lien, ils descendent jusqu'en bas et puis ils mettent leur numéro mail seulement. Alors que si le numéro mail vient, on n'a pas tous vos coordonnées. Donc c'est un peu difficile pour nous. Si vous êtes lauréat, c'est un peu difficile pour nous de vous recontacter. Maintenant, en fait, pour les inscriptions, ce que je veux savoir, est-ce qu'on propose, on décrit le projet, on s'inscrit avec quoi en fait? Bon, on ne peut pas dire, par exemple, si quelqu'un vient présenter son projet et qu'il n'est pas lauréat,
il peut prétendre il peut se dire qu'on va voler le projet, tout. Donc pour le moment, on ne veut pas le projet. Ok. Oui. Vous vous inscrivez, voilà, après le tirage, vous vous inscrivez, on va demander le nom, le prénom, l'âge, le numéro mail et le numéro WhatsApp. Ok. Voilà, c'est tout ce qu'on a besoin pour le moment. Vous vous inscrivez. Après, si on a fait le tirage et que vous êtes lauréat, vous présentez le projet maintenant, on va étudier le projet. Si le projet part dans le sens que nous voulons, on va entamer le financement. D'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Je me demande à hauteur de combien vous pouvez financer ces projets de jeunes. Ce projet peut aller, le plafond, on a mis ça à 5 millions. Voilà, le plafond c'est 5 millions. Il n'y a pas de millions. Si vous avez un projet de 500 francs, nous on soutient. Si vous êtes lauréat, vous avez un projet de 500 francs, nous on soutient. Vous envoyez un projet de 1 million, nous on soutient. Un projet de 500 000, nous on soutient. Mais vous ne devez pas dépasser 5 millions. Soutenir, ça veut dire quoi? Est-ce que vous pouvez envoyer un projet d'1 million? Si vous n'avez pas les 1 million, au moins vous accompagnez la personne avec les 500, ou bien vous prenez en compte le budget de tout son projet? Là, ça va dépendre de ce qu'il veut. Puisqu'il peut envoyer un projet qui dépasse, par exemple, le projet peut dépasser les 5 millions. Alors que nous, on ne peut pas soutenir plus de 5 millions. Donc, on va discuter, essayer de faire essayer d'aider ce qu'on peut faire, de voir ce qu'on peut faire. Et puis le reste aussi, on va l'encourager à se battre aussi pour pouvoir terminer ce projet. Ok, maintenant que vous-même, vous êtes jeune, votre équipe est jeune aussi. Effectivement. Comment vous faites pour réunir les fonds nécessaires pour soutenir d'autres jeunes? Voilà. Donc déjà, il y a les inscriptions qui font 550 francs. En plus de ça aussi, il y a d'autres partenaires. On a des partenaires qui nous accompagnent dans ce système. D'accord. Quels sont les résultats que vous attendez avec Best Plan Forever? On attend vraiment, notre objectif est de réduire le chômage, promouvoir la consommation locale, insérer les jeunes et dans la vie économique du pays et dans la vie sociale du pays. Déjà, le thème de notre projet, c'est jeunesse autonome et solidaire pour la propulsion locale, économique, sociale d'un Burkina émergent et indépendant. Ça, c'est pour le thème du projet. Cette première édition. Ok. Maintenant, restons toujours sur le projet. Qui peut inscrire son projet? Est-ce que ça doit être un projet peut-être ficelé de personnes qui ont fait l'école, ou vraiment vous ne triez pas en fait? Ce projet est ouvert à tous jeunes. Tous les jeunes burkinabés. Seulement, il faut avoir la nationalité burkinabé, avoir au moins 16 ans et avoir un projet. Voilà, pour que, faut pas que après, si vous êtes lauréat, vous n'avez pas de projet, un truc du genre, c'est pas intéressant. D'accord. Voilà. Maintenant, vous avez parlé de frais d'inscription. Ça veut dire que sur le site, pour s'inscrire, on doit payer combien? 550 francs. 550. Oui. Ok. 550 francs. Pour les inscriptions et voir peut-être son projet être sélectionné. Effectivement. Pour le tirage au sort, ça se passera comment? Pour être sûr que vraiment, il n'y a pas de... Tout est clair. Déjà qu'on est dans vos locaux, pour le tirage, il y aura la télévision on va négocier la télévision, on va diffuser ça en direct. Et puis on va trouver une personne adéquate, peut-être un huissier qui va faire le tirage en direct. Là, les gens vont suivre. Là, il n'y a pas à dire que non, ils ont fait amoureux, comme on aime le dire, ils ont fait zambo. Donc, je pense qu'on va procéder de cette manière-là pour que ça soit bien visible pour tous. Et le tirage aura lieu quand, ou vous attendez d'abord les inscriptions? Voilà, on attend d'abord les inscriptions, puisque les inscriptions finissent le 15 avril. Donc automatiquement, on va commencer. Mais on n'a pas la date fixe du tirage. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Kaboré. Quel est maintenant votre mot pour notamment amener ces jeunes-là disons, à s'inscrire, et puis on va rappeler les adresses pour les inscriptions. Eux-mêmes, ils voient que je suis jeune. Voilà. Ensemble, on peut promouvoir la consommation locale. Ensemble, on peut construire le pays. Ce sont les jeunes qui construisent le pays. Selon le PNUD, même ici au Burkina Faso, ce sont les jeunes qui sont majoritaires. Ils sont vraiment occupés par leur insertion dans la vie réelle du pays. Donc, ensemble, je pense qu'on peut contribuer à ça et encourager les autres personnes aussi, être un modèle pour d'autres personnes, je vais dire. Merci beaucoup. Donc, on rappelle les adresses pour les inscriptions. C'est le 60
49 60 09. Ou si vous voulez plus d'informations aussi, vous pouvez contacter ce numéro aussi. Okay. Pour l'inscription aussi, si vous ne pouvez pas accéder sur les réseaux sociaux, vous pouvez écrire sur ce numéro. Cette personne va vous envoyer le lien. Vous allez accéder directement et puis vous inscrire. Merci beaucoup, M. Kaboré. Merci bon courage à vous pour la suite. Merci de nous avoir reçus dans vos locaux. Merci. Nous avons la gratitude de vous remercier une fois. D'accord, je vous en prie. Restez avec nous. Je ne sais pas si vous connaissez Tiebélé. Vous avez déjà visité la cour royale de Tiebélé? Non, pas encore, mais je vois ça à la télé. D'accord, restez avec nous et regardez avec nous puisque nous partons découvrir ensemble la cour royale de Tiebélé pour la rubrique à la découverte 2. Et ensemble, on va suivre le premier témoignage d'un des guides de cette cour royale de Tiebélé, classé désormais patrimoine mondial de l'UNESCO. Il faut rappeler, c'était en 2024, en juillet précisément. Alors, on va regarder le témoignage et on revient. Et là, c'est le palais royal de Tiebélé, habité par plus de 300 personnes qui habitent là-dedans, avec ces belles images que nous avions héritées de nos arrière-parents. Et nous continuons aussi de le pérenniser à travers nos jeunes filles ou encore nos jeunes femmes qui sont dans la cour et dans les environnants. Le palais, il y a des notables qui sont devant le palais, et puisque Tiebélé compose 67 petits villages. Et dans tous ces 67 petits villages, chaque chef reconnaît sa pierre dont il doit s'asseoir, il doit s'installer, si toutefois Sa Majesté convoque une rencontre devant le palais. Voilà. Donc les notables sont choisis, ou encore eux, ils sont destinés à siéger devant le palais. Vous verrez sous l'arbre là, les pierres qui étaient sous l'arbre là, ça c'est réservé uniquement au prince de la cour royale de Tiebélé. Oui, il y a le palais de justice juste à l'entrée. Voilà, bien avant que l'administration n'arrive, c'est-à-dire la gendarmerie, la police et autres là, si toutefois on arrêtait les délinquants, c'est là-bas on les gisait. À côté du tas d'immondices, vous verrez un petit bois juste à côté là. C'est là on les attachait là-bas en attendant le jour de procès. Donc le jour de procès, ils sont destinés à être gisés dans ce palais de justice là. Ok, à quoi aujourd'hui, est-ce que ce palais a encore... Bien sûr que ce palais continue toujours de juger des délinquants, puisque c'est ceux qui ne reconnaissent toujours pas la tradition ou encore la coutume. Sinon, nos vieux qui sont dans les villages environnants ou encore dans les environnants là, ils savent l'importance des chefs traditionnels. Donc si toutefois il y a un problème à quelque part là, ces vieux là arrivent à ramener ici ce problème-là pour que ça puisse être résolu. D'autres arrivent à aller poser plainte au niveau de la gendarmerie ou encore de la police, mais les vieux qui sont dans ces familles-là repartent là-bas, retrancher ou encore retirer leur plainte-là et revenir au palais ici pour que ça puisse traiter. C'est à cause des peintures murales là que les gens viennent visiter. Et nous, on est nés trouver ça, nos parents sont nés trouver ça. Et donc, ils nous ont enseigné, ils nous ont montré comment est-ce que ça se fait et pourquoi nous ne devrons pas quand même la laisser tomber. C'est pourquoi nous aussi, c'est de notre devoir afin de le pérenniser. C'est pourquoi chaque année, nous essayons d'organiser des séances de formation et de sensibilisation afin de pouvoir initier nos jeunes filles. Ils sont là dans les différents établissements là afin de pouvoir acquérir de ces peintures là pour ne quand même pas laisser tomber un jour. Depuis 2014 jusqu'à nos jours, vu l'insécurité qui sévit le pays, et la Covid aussi que sévit le pays, surtout a considérablement baissé. Bien avant 2014 là, on pouvait compter des milliers de touristes qui venaient, des milliers de touristes qui venaient. Mais depuis 2014 jusqu'à nos jours là, particulièrement de 2019 jusqu'à aujourd'hui, par an si nous gagnons 100 même c'est trop. Voilà, donc pour quand même quelqu'un qui aimerait visiter Tiebélé, ou encore qui n'a jamais entendu parler de Tiebélé, comme le monde a changé, ça évolue, avec les réseaux sociaux, les gens passent par là-bas pour connaître ou encore pour avoir un peu l'histoire de Tiebélé. Une fois il a cette histoire-là, la personne se déplace ou encore se renseigne de comment il peut arriver à Tiebélé. Alors, tout au long de cette semaine, vous allez avoir notamment des témoignages concernant la cour royale de Tiebélé. En tout cas, si vous êtes de passage au niveau donc du Naouri, n'hésitez pas à aller visiter cette cour royale de Tiebélé qui est vraiment magnifique à travers, bien sûr, l'architecture murale. Et il faut rappeler quand même que après, bien sûr, notamment le fait que le site soit classé patrimoine mondial de l'UNESCO en 2024, il y a eu rénovation encore de cette cour royale. Donc, vous allez avoir
donc de meilleures décorations, de meilleures images, en tout cas beaucoup de couleurs au sein de cette cour royale de Tébélé. Vous le savez, à Tébélé, hein, c'est la décoration, l'architecture murale qui fait la différence de ces constructions-là. Donc, on vous invite. C'est l'occasion pour nous aussi de saluer tous ceux qui nous suivent depuis le Naouri, depuis Pau, depuis Tébélé. Donc, on vous dit bonjour. Alors, c'est le temps aussi de se dire au revoir puisque nous nous arrêtons ici pour l'émission Bonjour le Faso de ce matin. Merci à vous qui nous avez suivis. Inch'Allah, demain, mercredi, quand il va sonner 7h30, nous serons ravis de vous retrouver. Mais en attendant, ne zappez surtout pas, rester avec Savane Média puisque les programmes se poursuivent. C'est nous qui prenons congé de vous pour vous retrouver notamment demain, mercredi, pour d'autres aventures. Allez, portez-vous bien et n'hésitez surtout pas à sourire à la vie. On s'est dit